J'en ai... Moi, entre nous, le podcast, j'en ai rien à carrer. Ah bon? Ouais, j'aime pas ça. Et j'en écoute quasiment jamais, en fait. De toute façon, ils se ressemblent tous, ça me fait vite chier. D'accord. Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans alors? Oh, Enfin, si c'est pas indiscret. pourquoi? Parce qu'il y avait un créneau à prendre. Et je vous dis ça, enfin je vous dis tout ça, mais ça sort pas d'ici. Alors vous le savez, le thème du Paris Podcast Festival cette année, c'est nos terrains d'entente. Alors quelle citation plus belle, plus adéquate pour ouvrir cette émission que le podcast J'en ai rien à carrer. Alors attention, pas de méprise, hein, le producteur de podcast peu scrupuleux que vous venez d'entendre est un personnage de fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Ce personnage, il est le fruit de l'imagination de Mehdi Bayad dans sa fiction sonore Rouge Vif. Et si j'ai choisi d'ouvrir la discussion avec cet extrait, c'est parce qu'à travers un huis clos méta qui brouille les codes de la fiction, Mehdi Bayad interroge notre rapport au récit et au réel. Il s'amuse avec malice des codes du podcast pour mieux les déconstruire. Déconstruire les discours, c'est précisément la mission que se sont données de nombreuses productions audio ces dernières années. Déconstruire la masculinité, le patriarcat, la sexualité, la politique, la race, le genre, le discours médiatique. Dans cette salle, ça déconstruit à tout va, que vous soyez autrice ou auteur, auditrice ou auditeur. Vous n'arrêtez pas de déconstruire tous autant que vous êtes. Et c'est même plus un festival de podcast, c'est une entreprise de BTP. Eh bien, dans Il était des voix, on fait un peu les inspecteurs des travaux en cours. On déconstruit les podcasts, on les décortique pour mieux comprendre ce que leur écoute produit sur nous. En gros, on essaye de lire entre les lignes. Je m'appelle Christophe Paillet, je suis journaliste et producteur de podcasts. Avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Ça s'appelle Il était des voix. Là, vous écoutez un épisode un peu spécial, un prologue à cette deuxième saison, enregistré en public au Paris Podcast Festival. Et on va justement se demander et demander à notre jury ce qu'il en a à carrer des podcasts. C'est parti. Je n'ose pas le dire. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Est-ce que j'aurais l'air légitime? Vous croyez qu'il m'écouterait? Il était des voix. Un podcast de la Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Sur scène, nous avons donc un jury impitoyable, dans la salle, un public assoiffé de podcasts. Et on ouvre cette deuxième saison du podcast Il était des voix avec un épisode un peu particulier. Pas de thématique spécifique aujourd'hui, pas de thématique unique à disséquer. On s'est dit que finalement, ce serait pas mal quand même de faire plus ample connaissance avec le jury de cette édition, de nous interroger avec eux sur leur rapport au podcast et de voir si, eux aussi, le podcast leur avait permis de construire des récits ou de déconstruire des discours. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Oxmo Puccino, le président du jury, rappeur, auteur, acteur et désormais podcasteur. Bonjour. Bonjour. Marion Séclin, autrice, actrice, scénariste et fondatrice de Faiseuse. Bonjour. Bonjour. Sonia Kronlund, documentariste et productrice de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Bonjour. Bonjour Christophe. Sophie Boquillon, scénariste, autrice d'œuvres radiophoniques et administratrice radio de la SACD. Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Et enfin Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle et notamment co-auteur du podcast Extimité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour démarrer, je vais prendre l'expression donc tutélaire de cette émission. Oxmo Puccino, vous présidez aujourd'hui le jury du Paris Podcast Festival. Qu'est-ce que vous en avez à carrer du podcast ? Moi, le podcast, j'adore parce que c'est un divertissement. C'est un divertissement qui n'occupe pas tous vos sens, qui prend le plus important, c'est-à-dire l'écoute, qui est très importante. Et ça s'imprime, et surtout, pour moi, c'est comme si on pouvait voir la société comme un mur lisse lorsqu'on n'a pas le temps de l'observer, lorsqu'on ne fait que passer. Et les podcasts permettent de passer au microscope des fissures. Et c'est ça pour moi les podcasts. Ça ne fait que dévoiler des fissures, très souvent d'une belle manière et surtout d'une manière humaine. Donc c'est sous couvert d'histoire, on en apprend encore plus sur la société. C'est ça, et par les acteurs même. C'est-à-dire c'est pas un reportage par procuration. C'est les gens qui le vivent, qui le racontent. C'est très fort. Enfin, je peux en parler des heures, j'adore ça. Bon, on est là pour en parler, pas des heures, mais au moins une heure.
Je crois qu'avant qu'on connaisse l'âge d'or du podcast qui est le nôtre, vous échangiez pas mal de livres audio avec vos amis. Oui. C'est comme ça que vous êtes arrivé à l'écoute du monde? C'est ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte grâce aux livres audio, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, qu'il n'y avait pas que les interviews qu'on pouvait écouter en direct. Il y avait des interviews qu'on pouvait écouter, des entretiens qu'on pouvait écouter 30, 40 ans plus tard sur des auteurs morts. Et je trouvais ça fort de le vivre, de les entendre, le ton de leur manière de parler, des écrivains, des grands cinéastes. Je veux dire, c'est un voyage dans le temps, c'est une machine à remonter le temps pour moi. C'était une machine à remonter le temps. Romain Gary notamment. Romain Gary aussi, qui racontait ses premiers romans, ses rapports avec sa maman. Donc c'est sûr qu'après avoir lu ces romans et savoir qu'il n'est plus de ce monde, pouvoir l'écouter, c'était une espèce de privilège, un film. Alors vous-même, vous venez de vous lancer dans l'écriture de votre propre podcast avec David Comeyas pour Arte Radio. On écoute un petit extrait. Il était des voix. Moi, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est ça, c'est cette rencontre avec cette meuf qui est aujourd'hui ma femme, toujours. Je l'ai rencontrée, j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. 13 ans? Ouais, au lycée. D'accord. Au lycée, moi j'étais encore au collège, dis-toi. C'est là-bas que ma plus grande sœur Nora, un jour, en rentrant de son internat de semaine, est revenue avec une petite boîte d'allumettes avec du coton, à l'intérieur duquel il y avait un petit oisillon, qui avait même pas encore les yeux ouverts. Il aurait pu mourir, il aurait pu même mourir au moment où il est arrivé chez nous. Simplement, notre mère a décidé de le nourrir. Elle a dit, on va essayer de lui sauver la vie. Et du coup, vu qu'on mangeait, classique, d'origine algérienne, le couscous traditionnel 2-3 fois par semaine, et ben ma mère, elle gardait toujours une petite part de la semoule pour l'oiseau, à qui très vite on a donné un nom, et qu'on a appelé Cui-Cui. Ses parents viennent du Laos, elle est née en France. Et c'est la première fois que je l'ai vue, et quand on m'a dit son prénom, moi je crois que j'ai eu le coup de foudre à vie. Elle s'appelait Carinal. Du coup, c'est vrai que le soir où on est parti, c'était vraiment nous, c'était la panique. On était gamins, on comprenait rien à ce qui se passait, c'était dans la précipitation. On l'a vu, il prenait vraiment les choses de survie. Je me rappelle, il avait même pris un réchaud, etc. Et bien évidemment, nous, la chose qu'on regardait tous avec des yeux hyper attentifs, c'est la cage de Cui-Cui, parce qu'elle prenait de la place. C'était une grande cage, on s'est dit, est-ce qu'elle va rentrer dans la voiture? Et du coup, on a insisté, il l'a pris, elle est rentrée dans la voiture, et Cui-Cui a fait partie du squat de l'appartement pendant les 3-4 jours que ça a duré, où on s'éclairait à la bougie. Non, mais c'était rigolo parce que tous les habitants de Cousy venaient nous voir, ils nous apportaient à manger. C'était l'époque où dans les cités, c'était l'amour, la solidarité. Ouais. Donc dans un bat, le 17 de la place du Mont-Gaillard. Quelle année? En 99, on s'est retrouvés à se marier en scred chez un imam de quartier, en mode Mel Gibson et Meron dans Braveheart. Génial. Ouais, c'était lourd. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino Et réalisé par David Comeyas. Arte Radio. Alors ça s'appelle donc Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. On y croise des personnalités issues de ces quartiers comme Mela Bédia ou le rappeur Medine qu'on a entendu, mais aussi beaucoup d'anonymes qui racontent des histoires drôles, des histoires de vie, des histoires d'amour. Comment est né ce projet et pourquoi un podcast justement? J'ai beaucoup écumé, les bars, les places de parking, tous les endroits. Les jeunes se réunissaient pour discuter, pour rien, pour passer le temps. Et j'ai toujours été témoin d'histoires incroyables qui méritaient d'être racontées 1000 fois, qui méritaient une caméra pour filmer l'interprète de cette histoire. Et je me suis toujours dit qu'un jour, il fallait que je puisse partager ça d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai pensé à écrire des films, j'ai pensé à beaucoup de choses. Et puis il y a quelques années m'est venue l'idée d'enregistrer et puis d'en faire quelque chose pour le diffuser d'une manière ou d'une autre, qu'on vive un peu ce que je ressens dans ces moments toujours improvisés, inattendus. Et donc j'ai essayé tout seul pendant une année ou deux à la traîne. Et puis est arrivé ce temps libre qu'on a eu devant nous. J'ai pu me pencher sur ce sujet et j'ai appelé un spécialiste du podcast qui est un proche, qui s'appelle David Comédia donc. Et à partir de là, on a établi un plan pour essayer quelque chose dont on ne savait pas la forme que ça allait avoir parce que ça restait à faire. Uniquement l'impression que je voulais partager. Et donc on s'est pris au jeu et ça a eu un entretien, 2 entretiens et puis on a su qu'on était sur la bonne voie. À partir du moment où, à la fin des entretiens, on partageait tous une grande satisfaction
d'avoir créé quelque chose ensemble qui part de l'intime. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que je dis toujours que les artistes sont les meilleurs historiens dans leur époque, parce que dans les livres d'histoire, il y a toujours un côté formel qui vous empêche de rentrer dans les détails de la société qui est racontée. Mais lorsque vous lisez Paris, à l'époque de Victor Hugo dans son roman, lorsque vous lisez le journal de Jules Renard et qui parle des grands boulevards, ben, on vit l'histoire avec tout ce qu'on peut ressentir, les odeurs, les impressions, le bruit et c'est ça que je voulais, cette réalité intemporelle. Une réalité à partir de l'intime, vous venez de dire, et justement c'est ça la puissance aussi du podcast, c'est qu'à partir de ce récit intime, en fait, ça déconstruit énormément, ça fait péter complètement les imaginaires des banlieues qu'on peut avoir sur ces quartiers-là, c'est ça la puissance de... C'est ce que je voulais dire, c'est que on apporte une certaine vérité qui va au-delà des clichés parce que c'est du vécu, c'est de l'expérience, et c'est avec ce projet je me suis rendu compte que tout le monde, enfin beaucoup de monde était derrière leurs idées reçues. Et ça m'a donné une raison de plus d'y croire. Voilà. Et c'est ce que me font les podcasts. Nombreux podcasts, je finis de nombreux podcasts et je me dis à la fin, c'est comme ça. C'est vrai que c'est... Ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on se dit souvent à la fin d'un épisode des Pieds sur Terre. Parce que Sonia Kronlund, ça fait un bail maintenant que vous, justement, ce vécu, cette expérience, vous le déconstruisez, vous déconstruisez l'ordinaire dans le documentaire, le reportage, le récit audio, à tel point que votre émission de radio, Les Pieds sur Terre, sur France Culture, est devenue un classique du podcast en France et même une source d'inspiration pour beaucoup. Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Alors Sonia, est-ce que aujourd'hui, avec le podcast, on sait un peu mieux ce qui se passe parce que désormais, il y a des gens qui veulent qu'il se passe quelque chose? Ouais, enfin, on essaie de savoir ça un peu tous les jours à 13h30, mais aussi en podcast. Donc, ce que ça a changé, en fait, pour moi qui faisais de la radio avant, on pourrait dire que c'est 3 choses. La première, celle que je préfère, c'est qu'on peut mesurer maintenant exactement combien il y a de gens qui nous écoutent, combien de temps, etc. Et il y en a plein. Alors, chaque mois, je regarde les chiffres, etc., comme Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, et je me réjouis du nombre de podcasts qu'on a, parce que ce mois-ci, on avait 2 700 000. Donc c'était vraiment super et déjà je passe un bon moment. Donc il y a la mesure, il y a aussi, comme vous disiez Christophe, un changement complètement radical de consommation, c'est-à-dire que c'est un podcast quand je veux, si je veux, un peu comme on disait à propos des enfants, de génération. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait de la radio, c'était plutôt les parents qui disaient aux enfants « vous devriez écouter Les Pieds sur Terre ». Et maintenant, c'est les jeunes qui disent à leur mère « écoutez, ouais, il y a un truc pas mal qu'on écoute ». Donc ça, c'est vraiment formidable. Et puis, ce qui est super aussi pour moi, enfin pour nous, on est une équipe, c'est que ça a changé notre façon d'écrire et de raconter le réel. Ça a beaucoup changé. Avant, on adorait faire des bruits de gravier, des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, etc. Et en fait, il y a eu un changement dans l'écoute et aussi pas seulement de génération, mais voilà, il y a une période qui révolue. Et personnellement, moi, je supporte plus les trucs avec des tas de petites ambiances, des sortes d'immersion, la création sonore et tout. On est passé un peu de ce qu'on appelle des choses très descriptives à des choses très narratives. Et aujourd'hui, moi, quand j'écoute un podcast, je veux que l'auditeur il aille jusqu'à la fin. Et je veux qu'il ait une raison d'écouter, parce que je veux mes 2 700 000. Mais pas seulement, je veux que ce soit suffisamment bien fait pour qu'on veuille connaître la fin. Alors que ce ne soit pas stupide, etc., que ce soit intéressant, que ce soit concernant, etc. Mais voilà, c'est ça qui a changé. Si on est passé
de quelque chose de descriptif à quelque chose de narratif. Et la narration et l'intime aussi, comme disait Oxmo. Oui, enfin ça, l'intime, on a toujours fait des choses intimes à la première personne, jamais des gens qui parlent à la place des autres, hein, c'est-à-dire des gens, personne ne dit ces gens-là, etc. Ça c'est interdit, plein d'interdits au pied sur terre, les bruits de gravier, la condescendance, voilà. Et oui, l'intime, des gens qui racontent des choses, mais pas uniquement sur la vie intime. On fait beaucoup de choses sur la sexualité, mais on fait des choses politiques. Aujourd'hui, on a diffusé une émission sur les intérimaires, sur la dure vie des intérimaires qui bossent chez ArcelorMittal. Il y a aussi parfois une dimension sociale, parfois même politique. La formule telle qu'elle existe aujourd'hui, la plus récente des Pieds sur Terre, elle a été, il me semble, librement et directement inspirée par l'émission américaine This American Life, qui est notamment à l'origine du podcast Serial. Est-ce que c'est ça les premiers podcasts qui vous ont marqué, où vous vous êtes dit il se passe quelque chose de différent? Ouais, bon, d'abord, Ira Glass est mon idole absolue. Il est beau, il a tout, c'est un génie du podcast, il est intelligent, il est modeste et tout. Et vraiment, il est formidable. Et donc, Serial, c'est le premier podcast qu'ils produisent en dehors de l'émission. Donc, ils mettent 2 ans à faire ça avec les moyens d'une série télé. C'est-à-dire que c'est des groupes de scénaristes, ils le font tester. Enfin, c'est des méthodes de travail qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, un moment aux États-Unis qui s'appelle editing. Et editing, ils le font 3 phases. Editing, c'est que tu fais écouter ton podcast à 5 personnes qui te le critiquent. Tu repars chez toi, tu refais ton machin. 5 personnes écoutent. Voilà. Donc, Serial, ils ont fait ça. C'est un podcast génial qui a fait autant de téléchargements que Game of Thrones. Donc, ils mettent énormément de moyens et ils ont des résultats exceptionnels. J'aimerais bien qu'on fasse ça. C'est des donateurs dans la salle. Marion Séclin, je crois que vous aussi, le premier choc en podcast, c'était Serial. Ça a été un premier choc, je pense, pour beaucoup de gens. Mais... Ouais, j'ai cru que j'étais vraiment hyper originale en répondant ça parce que c'était un podcast anglophone, mais je me rends compte qu'en fait, pas du tout. On était donc plusieurs douzaines de personnes à avoir écouté ce podcast. C'est le premier qui m'a embarqué, en tout cas. C'est le premier qui m'a dit que juste via ce qu'on me raconte, sans rien me montrer, sans rien me faire sentir, on peut m'embarquer quelque part là où je ne pensais pas aller. Et j'ai aussi évidemment un penchant pour évidemment tout ce qui est crime, tout ce qui est policier. Donc j'ai été comblée. Et je me suis dit, on peut effectivement faire des choses formidables, mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait eu ces moyens-là. Je n'avais aucune idée. Donc moi, je me disais, mais c'est fou, un micro, une bonne idée, et c'est bon. Et c'est parti. Et c'est parti. Mais c'est vrai, ça reste le cas. Même si eux, ils ont mis le paquet, ça reste le cas. Alors, Sonia Cronoun, juste sur l'articulation entre la radio et le podcast, parce que si vous êtes venu au podcast par la radio d'abord, vous êtes d'abord une productrice radio, dans Les Pieds sur Terre, justement, vous avez produit plusieurs séries de podcasts natifs sous l'étiquette Pieds sur Terre. Ça, c'est quand même voilà, une sacrée révolution pour une émission de radio, une émission de flux. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et comment vous articulez justement émission de radio et podcast natifs? D'abord, c'est mon fantasme d'être Ira Glass à la place de Ira Glass, mais je n'y arriverai jamais. Et bon, c'est vrai que c'était on est passé d'une radio quand même un peu de flux, même si c'est des produits qui sont assez sophistiqués, toujours d'une bonne qualité. Les podcasts natifs qu'on a fait, c'était des gens pas mal à la première personne. Enfin, j'ai vraiment voulu faire comme Serial. Enfin, on a tous voulu faire comme Serial. Alors, on s'en inspire, puis on fait pas pareil. Mais j'ai voulu faire vraiment des récits très articulés, avec un narrateur, etc. Donc, le premier qu'on a fait, c'était Mes années boom, avec Adila Benejayzou, qui racontait, qui faisait une enquête personnelle sur qui avait assassiné son père en Algérie dans les années 70. Et étonnamment, c'était un peu comique. Enfin, comique, en tout cas, c'était fait avec humour. Enfin, c'était super. Puis après, elle en a fait plusieurs. Et puis celui qui a le plus marché, c'était Ma fille sous influence. C'était une mère dont la fille s'était radicalisée, une mère post-hippie, voilà. Donc, c'est une écriture, ça nous a pris juste 3 fois plus de temps. En gros, c'est ça la différence, c'est que ça nous a pris 3 fois plus de temps, avec les mêmes moyens, que ce qu'on fait quotidiennement. Alors, puisqu'on parle de narration, de force narrative, Marion Séclin, c'est précisément parce que vous vouliez produire
d'autres discours, d'autres récits, que vous avez fondé l'association Faiseuse et que vous êtes lancé dans le podcast, mais cette fois-ci de fiction. Il était des voix. Oui, Charlotte, ici Maxine. Alors, je vais pas te mentir, c'est le pire réveil de toute ma vie. Putain, j'ai des bribes de la soirée d'hier qui reviennent comme des vieux rots. Et je crois que j'ai failli recoucher avec Gabin. Bon, en tout cas, là, il est pas dans mon lit, donc apparemment, ça va. Pas de faux pas. Putain, la prochaine fois qu'on fait une soirée de lancement, rappelle-moi de pas inviter mes ex, merci. Ouais Max, écoute, je viens d'écouter tous tes messages. Là, je suis arrivée à l'aéroport, je suis en train d'attendre ma valise. Écoute, pour moi, c'est hyper clair, on n'a pas le choix. Il faut que tu fasses le shooting à la place de la mannequin. Je crois en toi et là, je pars retrouver Caner et je te fais des bisous et à tout à l'heure. C'est bon, j'ai vu que tu avais reçu mes notes et que tu les as écoutées. Je suis un petit peu rassurée, mais je veux bien, si tu as un moment, juste un petit mot de toi, juste que tu me dises comment ça va et si tu vas réussir à aller choper le bus, s'il y a encore des bus. D'accord ? C'était un café-machine à 2 € au travail près de la photocopieuse. Une œuvre en si mineur composée par Félix Rapnard. Non, mon amour, il ne restait pas assez de café, mais je vais bien, t'en fais pas. Je suis ravie d'apprendre que tu as un dossier avec les Elliott. Est-ce que tu as déjà eu une aventure avec un Elliott ? Est-ce que les Elliott sont de bons partenaires ? Tant de questions se bousculent dans ma tête. Alors, on vient d'écouter des extraits de vos 2 fictions audio épistolaires, ou même épistaudio, comme vous dites. Il y avait Conscience, puis La théorie et la pratique, qui sont toutes les 2 construites sur le même principe. C'est-à-dire c'est des échanges de notes vocales entre les personnages, avec des très courts épisodes de quelques secondes parfois. Alors, pourquoi choisir le podcast de fiction pour raconter ce que vous aviez à dire ? En l'occurrence, une histoire d'amitié et une histoire de couple libre. Ouais. Avec ma co-autrice donc sur ces podcasts, Nathalie Séjean, et avec qui on a co-créé Faiseuse, on en avait un peu marre de comment fonctionne cette industrie qui nécessite des années de développement pour finalement des projets qu'on finit par faire passer par 42 mains et 12 esprits différents pour tordre la chose et la transformer en quelque chose dont on n'est pas forcément fier. L'industrie de la fiction, donc de oui, télé, de la fiction, de la télé, de ouais. tout en fait. Même, je pense que la musique fonctionne relativement pareil. On a besoin de moyens pour faire ces choses-là, et donc on va chercher ailleurs des gens qui vont bien vouloir nous aider. Et nous, on s'est dit, on va faire coûte que coûte, et en l'occurrence sans argent. On voulait raconter des histoires, on voulait faire de la fiction, mais faire de la fiction, même avec un téléphone, ça demande quand même un certain nombre de moyens, d'aide, de personnes autour de nous. Et le moyen le plus pratique, c'était de faire du podcast. Et il faut savoir que Conscience, qui est le premier podcast qu'on a sorti, qui est donc un drame amical et écologique, a été fait avec les dictaphones de nos téléphones respectifs. Donc pour le coup, on n'a pas eu envie de faire énormément de sound design autour, de mettre des bruits de gravier. On s'est juste dit, je laisse une note vocale quand je suis dans la rue, donc je vais enregistrer ça dans la rue. Donc ça nous a littéralement coûté les 3 cafés qu'on a bu pendant qu'on l'a écrit, ce podcast. C'est des vraies notes vocales qu'on entend enregistrées in situ à chaque fois. Exactement. Okay. Ouais, on s'est mis. Alors en plus, on les a interprétées nous-mêmes, donc on n'a pas voulu demander à des acteurs. Chose qu'on a fait pour le 2e podcast parce que on avait déjà été des personnages et on voulait pas complètement brouiller les pistes. Mais on s'est dit, on a toutes les 2 sur nos portables un dictaphone. On fait rien dans un hélicoptère en vol. Donc globalement, on peut tout enregistrer nous-mêmes et tous les bruits sont des vrais bruits de la vraie vie. Parce qu'on a eu tendance, avec la fiction, à vouloir fictionner des choses qui existent. Et maintenant, il y a des gens qui nous disent, c'est pas très crédible l'aéroport. Et on fait, mais c'était un aéroport. Et ils nous disent, ouais, mais c'était pas crédible quand même. On n'aurait pas fait ça en sound design. Et ça, on s'est dit, non, on va essayer de ramener de la vraie vie dans le podcast aussi. Donc le choix de la fiction audio du podcast, à la base, c'est un choix très, très concret, très matériel, de coût de production. Voilà. Il n'y avait pas forcément l'idée de se dire, par l'audio, on peut faire passer quelque chose de particulier par rapport à la vidéo. C'était d'abord une contrainte. Ouais, mais c'était un challenge, c'est ça aussi qui était bien. C'est que nous, on voulait faire.
on voulait faire et on en avait marre d'attendre et on s'est dit qu'est-ce qui est à notre portée, nos téléphones et nos cerveaux pour écrire. Et l'avantage, c'était comment est-ce qu'on raconte une histoire, nous qui avons l'habitude d'être dans l'image systématiquement, en ne montrant rien, en laissant tout le monde imaginer les choses. Et ça a été du coup une écriture beaucoup plus intelligente finalement, puisqu'on a dû réussir à faire comprendre des ellipses narratives à des moments où on imagine qu'elles se sont téléphonées, puisque c'est que des notes vocales que les gens s'envoient, des moments où les personnages se sont vus. Comment est-ce qu'on raconte tout ça sans que ce soit très téléphoné ? C'est-à-dire, c'était très sympa quand on s'est vu hier et qu'on a parlé de, et là tu répètes la conversation, c'était comment vraiment tu fais en sorte que les auditeuristes soient dans le portable des protagonistes et aient la sensation d'être en train d'écouter ce qui se raconte. Et on le sortait aussi en temps réel. On a aussi réussi... Oui, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que les notes vocales arrivaient sur Spotify ou sur Deezer ou sur toutes les applications en temps réel en fonction du temps de la fiction. Oui, donc on créait des suspens en fait, où les gens ils devaient attendre et ils étaient obligés et ils avaient des notifications et donc ils avaient l'impression de recevoir le message et de se dire qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui se passe. Et ça c'était en fait sans le podcast on n'aurait pas eu sans cette contrainte justement d'abord matérielle, on n'aurait clairement jamais pu aller aussi loin dans la manière de faire, dans ce qu'on raconte. Ouais, et puis ça crée aussi une expérience beaucoup plus immersive pour les auditeurs ou les auditrices qui, au-delà du temps réel, il y a quelque chose avec la note vocale qui est hyper, qui est presque intrusif en fait, et qui nous fait rentrer dans le récit assez fortement. Ouais. Puis on a essayé quand même de garder des sujets qui sont relativement discutés. Alors le premier c'est un drame et c'est sur un fond un peu d'écologie. Donc ça raconte certaines choses. Le deuxième, c'est plus une comédie romantique qui parle de couple libre. On a essayé à chaque fois quand même de garder ça, d'inscrire ça dans un temps et dans ce qui se fait dans le podcast qui est finalement toujours un peu en avance. Ouais, parce que qu'est-ce que vous disiez, vous vouliez raconter quelque chose avec la fiction. Qu'est-ce que vous vouliez raconter en fait ? Le point de départ de Faiseuse, c'est quoi ? Le point de départ de Faiseuse, c'est de raconter des histoires différentes. C'est de dire, on ne sait plus qui de l'œuf ou la poule était là en premier. Est-ce qu'on nous raconte les histoires de la même manière et on voit toujours les mêmes héros dans les mêmes films et dans les mêmes séries parce que c'est ça qu'on veut en tant que public, ou est-ce que c'est ça qu'on veut parce que c'est ce qu'on nous a toujours montré ? Et donc ma co-autrice Nathalie et moi, on s'est rendu compte qu'on s'était très peu vus à l'image, on avait très peu raconté des histoires qui nous concernaient, ou alors écrites par des personnes qui n'avaient pas vécu ce qu'on a vécu. Et on avait envie de se dire, on va créer une association où on va essayer au lieu de demander de l'argent aux gens, on va leur demander leurs skills, on va leur demander du temps, on va leur demander leur talent, et on va dire, est-ce que vous avez envie de nous aider à participer avec nous, à raconter des histoires différentes. Donc on a déjà eu l'occasion de faire des courts-métrages, on a eu l'occasion du coup de faire du podcast, on a écrit beaucoup de choses, mais notre idée c'est de dire, il y a 1 milliard d'histoires qu'on n'a pas racontées parce que c'est pas des hommes qui les vivent, ou c'est pas des personnes blanches, ou c'est pas des personnes hétérosexuelles. Et nous, on a déjà beaucoup vu ça. On est d'autres humaines qui avons vécu d'autres choses. On va les raconter et on va essayer de plus avoir à attendre après les cas, après l'argent. Sophie Boquillon, vous n'êtes pas particulièrement faiseuse de podcast, mais vous êtes en revanche une faiseuse de fiction audio aussi, justement, de fiction radio. C'est quoi le pouvoir particulier de la fiction radio, de la fiction audio pour raconter le monde, et qu'est-ce que ça vous évoque tout ça ? Moi, c'est vrai que je suis un peu la mémé du plateau. J'ai commencé à faire de la fiction radiophonique il y a 20 ans. Le podcast, ça n'existait pas. Je me souviens encore le premier jour, j'avais été à une réunion à la SACD avec Mathieu Gallet, qui était à la tête de Radio France et qui revenait d'un voyage aux États-Unis en disant, on a découvert quelque chose de formidable, ça s'appelle le podcast. On va essayer de développer ça en France. On était, je sais pas, une cinquantaine d'auteurs radio à l'ancienne dans la salle. On l'a regardé avec des yeux ronds en se disant, ouais, ça marchera jamais. Voilà, aujourd'hui je suis là. J'avoue que je suis un peu bousculée par cet univers que je découvre. Je ne suis pas une militante dans l'âme, je suis un peu vieille école. J'aime bien raconter des histoires qui apprennent des choses. J'aime bien les sujets historiques. J'aime bien voyager par le son. Par contre, c'est vrai que là, d'avoir participé à ce jury, d'avoir écouté autant de podcasts, et puis aussi l'année dernière, je découvre des choses magnifiques. Donc, il y a des choses qui me plaisent moins. Peut-être qu'il faudrait faire des choses pour les gens de mon âge ou plus âgés, parce que j'ai cru voir dans l'étude qui avait été présentée le premier jour qu'on s'arrêtait à 51 ans pour le panel des écouteurs, des auditeurs. Je ne sais pas, les gens les retraités par exemple, c'est des personnes qui ont beaucoup de temps pour écouter des podcasts.
Je pense qu'il y aurait peut-être un créneau à développer. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Parce que c'est vrai que pour moi, ça paraît un monde très très jeune, dont je me sens un petit peu écartée, mais en même temps, c'est bien que ça me bouscule et je découvre des choses formidables. C'est vrai que c'est un vivier de créativité incroyable. Et j'aimerais bien m'y mettre. Si j'avais le temps un jour, peut-être que je me lancerais. Mais c'est vrai que il n'y a pas mieux, je pense, pour pouvoir inventer des histoires et faire... tout le monde a accès à ses propres histoires qu'il veut raconter. Mais alors, quand on parle de fiction, en l'occurrence, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre une fiction radio, comme vous pouviez le faire, et une fiction en podcast, comme Marion Séclin écrit et produit aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il y ait de différence, puisque dans les podcasts, tout est possible. Donc on peut faire tous les genres, tous les styles, tous les formats, le moi-je, le pas moi-je, le raconter des choses historiques, faire des documentaires. Enfin, c'est tellement varié que finalement, il n'y a pas de différence. Sauf qu'il y a plus de liberté, j'imagine, de la part des créateurs. Après, je me pose des questions. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand j'écoutais les podcasts là, pour le jury, je me suis dit, est-ce qu'il y a des personnes derrière ? Est-ce qu'il y a une déontologie de ce qu'on dit ? Est-ce que quelqu'un qui fait son podcast, il y a des gens qui vérifient les informations ? Moi, j'ai fait du journalisme avant. C'est vrai que j'ai toujours la rigueur de vérifier chaque information que je dis, ou même si je fais un podcast avec... basé sur l'histoire, je vais tout vérifier avant. Donc là, je me dis, est-ce que quelqu'un qui fait des podcasts, il y a des gens derrière qui vont vérifier que les informations sont vraies ou pas ? C'est une question que je me pose, par exemple, je ne sais pas. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale, à part qu'il y a plus de créativité du côté des podcasts natifs, évidemment, mais pour le contenu, il y a tellement de variété qu'on peut faire la même chose aussi. Enfin, avec pas les mêmes moyens, évidemment. France Culture, ils ont tellement... Moi, j'ai que travaillé pour France Culture et France Inter. Ils ont des moyens tellement considérables que... Mais par contre, moi, j'ai pas trouvé ça difficile du tout de rentrer dans cet univers. Je voudrais témoigner aussi à la faveur de Radio France que moi, je suis rentrée là par Beaumarchais, c'est-à-dire en faisant une bourse, en demandant une bourse pour un projet. Je voulais être auteur, ça me paraissait une montagne. Comment on devient auteur dans la vie ? J'ai postulé à des concours. Je me suis dit, le concours, c'est un moyen. Et moi, ça a marché, mais très facilement. Je ne pense pas que c'était parce que... Il y a vraiment des possibilités offertes à tout le monde. Il y a beaucoup de... Radio France adore avoir des nouveaux auteurs, ouvre grand les portes. Ce qui n'est pas le cas. Je fais aussi de la télé, je fais aussi du théâtre. C'est pas le cas partout. Radio, c'est vraiment formidable. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire de la fiction audio ? Qu'est-ce que ça nous permet de dire, en fait, sur le monde ? Je fais la fiction audio comme je fais la fiction dans les autres domaines où je suis un peu un électron bizarre, mais c'est moi, je fais aussi des fictions pour la télé. Je sais pas, j'adore les univers, j'adore écrire, donc c'est raconter des histoires avant tout. Je pense qu'une histoire, on peut la raconter de multiples façons, et c'est vrai que tous les moyens de le faire m'intéressent. Je suis très curieuse et éclectique. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, parce que finalement, je suis toujours à effleurer les choses et à jamais aller en profondeur. Je ne suis pas une spécialiste du podcast, comme je ne suis pas une spécialiste du théâtre, comme je ne suis pas une spécialiste de la série TV, mais je fais un peu toutes ces choses-là. Moi, c'est ça qui me motive dans la vie, c'est de toucher un peu à tout. Maintenant, justement, je peux pas aller j'ai pas des racines qui vont très profond sur ces domaines, sur chacun de ces domaines. Alors, Marion Séclin, vous disiez que vous vouliez à la base raconter des histoires différentes de celles qu'on peut avoir l'habitude de voir ou d'entendre, des histoires différentes de celles écrites ou produites par des scénaristes ou des producteurs blancs, mâles, hétéros, etc. Anthony Vincent, justement, le déconstruire l'intime pour mieux déconstruire en fait des histoires plus globales, des mécanismes plus globaux, notamment des mécanismes de discrimination ou d'invisibilisation, c'est précisément le projet de votre podcast Extimité. Il était des voix. Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Vu que moi j'ai eu une puberté très tôt, et puis c'était un peu une puberté à moitié féminine, à moitié masculine, c'était bizarre. Parce que du coup j'ai appris à la puberté que j'avais des hormones masculines un peu trop, et pas beaucoup d'hormones féminines, ou alors qu'il arrivait que une fois tous les ans, ou des trucs comme ça, et du coup c'était super perturbant. J'avais des gros soucis hormonaux que j'ai résolus plus tard en plus, et du coup je comprenais pas ce qui se passait. En plus j'étais hyper poilue et tout ça. J'ai eu une enfance en apparence, on va dire, normale, c'est-à-dire famille la plus normale possible, un papa, une maman et les enfants. Sauf que ça, c'était ce qu'on voyait. Mais quand la porte était fermée, il se passait beaucoup de choses.
dont de la violence éducative, des violences sexuelles à mon égard, de la part donc, de mon père. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au lycée, quoi. Avant, j'avais personne qui me ressemblait. Et du coup, moi, je me suis construite beaucoup à la marge, je pense, sur plein de niveaux de mon identité. Il y a vraiment, du coup, de ma part, une lassitude de voir que, en fait, je m'aperçois et qu'il y a une échelle, en fait, de priorité, en fait, dans le cahier antiraciste. Et c'est vrai que tout ce qui est LGBT-phobie, ça fait pas partie du cahier des charges, en fait. Pour l'instant, c'est pas une préoccupation. No. Alors on vient d'entendre Agi, Audrey, Morphine, des paroles comme ça, vous en avez recueilli des dizaines. Alors c'est des personnes LGBT, racisées ou tout simplement des personnes avec des parcours qui ont été souvent marqués par la discrimination. Ce podcast, vous le coécrivez avec Douce Dibondo. Racontez-nous un peu la jeunesse de ce projet et pourquoi recourir justement au format podcast pour transmettre ces histoires. Oui, effectivement, Extimité, c'est un podcast qu'on a co-créé avec Douce Dibondo. On était tous les deux des journalistes indépendants, pigistes, extrêmement précaires, parce que racisés, parce que queer, parce que c'est difficile de s'intégrer avec ses particularités, en tout cas ce qui est perçu comme étant des singularités pouvant être discriminées socialement aujourd'hui en France. Et face à un manque de moyens, on s'est dit que le podcast, c'était un champ des possibles immense, qui nécessitait assez peu de moyens matériels, financiers. Et on a pu se lancer comme ça il y a 3 ans maintenant. Et le but, c'était justement parce que nous-mêmes, on s'était sentis discriminés, oppressés, opprimés, exclus des médias traditionnels. On s'est lancé en totale indépendance, en se disant que personne n'allait pouvoir nous dire que ça passerait pas à l'antenne, que ça allait être édité en dehors de l'article écrit, ou qu'en fait, on n'avait que 30 secondes de parole, donc faut arrêter de faire pleurer dans les chaumières, quoi. Ou alors, si, il faut faire que pleurer dans les chaumières, et avec un témoignage extrêmement individualisant, qui déresponsabilise totalement la société, alors qu'en réalité, il y a énormément de dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans les discriminations qui sont structurelles, en fait. C'est généralement systémique. Et donc, Extimité, c'est le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. C'est littéralement l'intro du podcast. Et en fait, la genèse de ce projet, oui, c'était de faire ce qu'on veut, en fait. Et chaque épisode, c'est une personne qui se raconte pendant 1 heure, une personne qui a l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois, et qui ne se laisse pas enfermer dans une seule case à la fois. Justement parce que on est multifacette, en fait. Et c'est pas juste ça, plus ça, plus ça. C'est en fait, quand on est une personne qui peut être, par exemple, à la fois racisée, à la fois LGBT, la façon dont ces deux parts d'identité se combinent crée des oppressions spécifiques, comme la misogynie noire, qui est le fait d'être à la fois une femme, à la fois noire. En fait, c'est pas juste du sexisme plus du racisme, c'est des combinaisons très spécifiques qui échappent en fait à la plupart des médias traditionnels qui racontent pas ce genre de réalité, en fait. Alors même qu'une femme comme Aya Nakamura, c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde, et elle est à la couverture de 2 magazines maximum depuis 3 ans, quoi. Donc voilà, c'était justement faire la place, imposer ce qu'on voulait, imposer nos paroles, parce que personne ne nous faisait de place, donc on l'a créé nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous faites beaucoup raconter leur enfance à vos invités, leur vie privée, leur intimité la plus profonde, et en même temps, à chaque fois, c'est une façon de partir de cette expérience-là pour aller vers des enjeux sociétaux beaucoup plus globaux. Et c'est vraiment ça le cœur du projet Extimité. On l'a entendu dans la définition dans l'extrait, et vous l'avez redit, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Finalement, est-ce que c'est pas ça la puissance du podcast de façon générale, un peu plus globale, c'est cette capacité d'extimité? Oui, effectivement, je pense que si on a choisi le médium du podcast avec ma consoeur Douce Dibondo, c'était justement pour éviter de raconter à la place des autres, parce qu'on s'est senti raconter tellement de fois, caricaturé tellement de fois, et invisibilisé aussi dans la manière dont on a été mis en scène par d'autres personnes, des auteurs qui récupéraient nos histoires parce qu'ils trouvaient ça exotique, ou des scénaristes, ou même des journalistes en fait, qui nous appelaient pour témoigner, mais on était à chaque fois juste des témoins, jamais des experts de nos propres vécus. Là, c'était le podcast permettait d'éviter d'avoir des monteurs, du travail d'editing qui coupait les particularités de nos voix, de nos récits, de nos manières de nous raconter nous-mêmes,
Et donc c'est ça que permet le podcast, spécifiquement ce médium-là. C'est ça qu'on embrasse en fait avec Extimité, c'est des gens qui racontent, qui trébuchent, qui doutent, qui ont des accents, qui se racontent à la première personne sans interférence. C'est ce qui se racontent eux-mêmes. On revient exactement à ce que vous disiez, Sonia Kronlund, au cœur aussi des Pieds sur Terre. En fait, il y a ce désir d'extimité aussi un peu. Oui, enfin, en fait, ce qu'on essaie quand même de faire, c'est de faire les choses les plus variées possibles. C'est-à-dire qu'on essaie d'offrir une grande diversité de gens qui sont à l'intérieur, alors pas tellement de gens qui travaillent avec nous, parce qu'il n'y a que des filles jeunes, donc il n'y a pratiquement aucun garçon Pieds sur Terre, donc il n'y a pas une grande diversité. Mais voilà, on essaie vraiment de traiter de sujets ou d'interviewer ou d'histoires de gens extrêmement divers. Et au contraire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, en tout cas pour ce que nous on essaie de faire, l'extimité ou l'intimité, je trouve que c'est bien d'avoir des histoires comme ça 2 fois par semaine, par exemple, mais j'aime aussi qu'on soit politique et social, et parfois aussi économique, c'est-à-dire essayer de faire passer des sujets économiques complexes à la première personne. Voilà, c'est aussi une leçon très américaine de Ira Glass qui a fait un truc qui s'appelait The Giant Pool of Money, où on arrivait à comprendre une crise économique super bien, quoi. Tout d'un coup, on entendait un podcast et on comprenait tout, c'était hyper clair, c'était porté par un récit à la première personne. Et voilà, et ça, je trouve que c'est une grande force si on arrive à incarner, à faire en sorte que les gens écoutent des choses complexes qu'on va leur rendre accessibles. Et en termes de thématiques, justement, est-ce que ces problématiques d'intersectionnalité, de discrimination, est-ce que c'est des thématiques où vous avez vu vraiment éclore ou se développer beaucoup plus avec le podcast par rapport à ce que vous pouviez voir ou faire même en radio ? Oui, enfin, je les ai vus se développer comme tout le monde. J'écoute les podcasts, là, j'en ai écouté plein. Oui, c'est des thématiques qui se sont développées dans la société et dans le podcast, mais dans ce que nous, on essaie de faire. Par exemple, là, on essaie de faire un truc sur la décolonisation des musées. C'est assez difficile à faire, de rendre ça vraiment accessible, d'avoir des bonnes histoires qui racontent comment on peut décoloniser l'art. C'est assez difficile, et d'être aussi un petit peu mesuré. Et d'avoir aussi, en tout cas nous, ce qu'on essaie de faire, parce qu'on est vieux peut-être, enfin moi, c'est d'avoir un peu de distance. Enfin, voilà, ce qui me semble, moi, aussi un travail de service public, de prendre un petit peu de distance avec les choses. Mais c'est vrai que toutes mes collaboratrices, elles sont ultra au taquet, ultra féministes, on déconstruit toutes les 5 minutes, etc. Et c'est super, hein, enfin, on le fait. On a fait un truc sur la PMA hors la loi. Enfin, on essaie vraiment de suivre ce mouvement, mais aussi d'avoir un peu d'ironie sur nous-mêmes et d'autodérision. Ça me semble assez important. Alors, Anthony, je crois que votre premier choc en termes de podcast, justement, ça a été La Poudre de Lorraine Bastide, un podcast féministe assez précurseur dans son genre. Ça vous a inspiré, ça vous a motivé ? Oui, je pense que aussi ce qu'on a fait avec Extimité, c'est justement ce que faisait un peu Lorraine Bastide avec La Poudre, c'est face à quel point en fait l'espace est rare, l'espace-temps est rare dans les médias traditionnels. Créer de l'espace-temps, c'est extrêmement complexe en fait, et à la fois très simple dans le podcast, puisque personne ne peut vous dire on n'a que 30 secondes d'antenne ou alors 1 heure. Là, Extimité, il y a certains épisodes qui durent 15 minutes, d'autres qui durent 1h30, et basta. Il n'y a personne qui peut nous dire c'est trop long ou c'est pas assez bien. Justement, le podcast, puisque c'est à la demande, vous l'écoutez quand vous en avez envie, en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, et qu'importe. Et ce que fait La Poudre, c'est effectivement passer du récit particulier pour parler d'expériences qui peuvent être universelles, potentiellement. Et c'est aussi ce que fait Extimité d'une autre manière, justement en interrogeant des témoins qui sont aussi experts de leur propre vécu. Et je pense que c'est une grande différence avec la radio, c'est que la radio essaye de parler peut-être à tout le monde, là où le podcast essaye de parler à chacun et chacune. Et c'est ce ton-là qui est extrêmement précieux et rare, et qui raconte autrement la société par ses failles, en fait, aussi, quelque part. Alors, puisqu'on parle de se raconter pour déconstruire, notamment le genre, parfois vous êtes tous ou toutes du côté de ceux qui tendent le micro, mais parfois on peut être aussi de l'autre côté. Oxmo Puccino, avant de passer de l'autre côté du micro et de faire du podcast, vous avez été beaucoup invité dans des podcasts. On écoute un petit extrait. Le rapport à la masculinité, il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger parce qu'aujourd'hui,
le rapport à la masculinité, il est de l'ordre, il peut être de l'ordre du divertissement. Ça veut dire qu'on se met en image, on met en scène les codes qui vont plaire ou qui sont les plus familiers, et voilà, c'est tapis roulant. Donc il y a moins. Tu veux dire que l'affirmation est plus globale. Moi, je dirais que les rappeurs embrassent leur féminité aujourd'hui. Les rappeurs embrassent leur féminité aujourd'hui. Ça, c'était un extrait du podcast Bonhomme, le podcast de JQ sur la masculinité, dans lequel vous avez été invité, Oxmo Puccino. Est-ce que ce genre d'expérience, en tant qu'invité et de questionnement porté par de nombreux podcasts, on l'a dit, ça a pu vous conduire, vous aussi, à interroger votre intimité, votre masculinité, peut-être à changer de regard sur certaines choses? Mais ce que j'apprécie surtout, c'est que ça permet d'avoir un point de vue d'une même thématique à travers différentes personnalités. Et c'est de là qu'on peut établir un point de vue sur une société entière à travers ces gentillons-là. Et donc forcément, lorsque j'ai participé à ce podcast, j'ai répondu à des questions que je n'aurais entendues nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'apprécie les podcasts. Voilà. Et du coup, c'est des questions que vous posiez avant ou vous ne les posiez pas forcément, et le fait d'être invité dans le podcast, ça vous a obligé à trouver une réponse à ces questions-là? Ce n'est pas des questions que je me posais, mais les réponses me traversaient. Et c'est vrai que quelquefois, vous êtes au courant de choses et vous prenez conscience lorsqu'on vous pose la question, qu'on met les mots dessus. C'est un peu comme le Géopardy, quoi. Vous avez les réponses et il faut trouver la question. Et pour moi, c'est comme ça que ça a procédé. Sinon, personne dans la rue m'aurait demandé qu'est-ce que vous pensez de votre masculinité, quoi. Et est-ce qu'il y a des... Alors, les unes et les autres, est-ce qu'il y a des podcasts, l'écoute d'un podcast vous a fait vraiment changer de regard sur un sujet un jour? Oxmo Puccino, est-ce que ça vous est arrivé? Question difficile. Oui, moi, un podcast qui m'a marqué, que j'ai même réécouté plusieurs fois, c'est Cracopolis, par exemple. Cracopolis, qui, encore une fois, apporte une vision microscopique d'une fissure de la société qui est représentée par ces phénomènes du crack qui se trouvent autour du quartier Stalingrad dans le 19e, Curial notamment aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut passer devant un taxi, en bus, avoir une idée qui sera systématiquement préconçue, mais entendre un témoignage des gens qui l'ont vécu de l'intérieur quotidiennement, forcément, lorsque vous repassez en bus, vous voyez les choses autrement. Voilà. Marion Séclin, il y a un podcast qui vous a fait changer de regard sur un sujet en particulier? Changer de regard, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression d'être globalement assez alignée avec tout cet essor justement du podcast. J'ai l'impression que le podcast, c'est l'endroit où je me suis enfin retrouvée avec des gens qui racontent des choses que j'ai enfin envie d'entendre, qui posent des questions que j'ai envie de poser aussi. Mais ça par exemple, le cœur sur la table m'a énormément poussée à réfléchir, et en tout cas à me poser des questions justement que je ne me posais pas, et à avoir des analyses sur les choses que je n'avais pas forcément pris la peine de creuser. Et ça a été... le cœur sur la table a été pour moi vraiment... c'est un truc très agréable à écouter, parce que je me dis toujours, qu'est-ce qu'on va me dire que je n'avais pas encore mis en mots? Qu'est-ce qu'on va me mettre en mots, et comment est-ce que ça va déconstruire mon rapport à l'amour? Mais ça a été super. Et le podcast américain aussi qui s'appelle Invisibilia, qui parle de ces choses transparentes qui forment l'âme humaine, comme les pensées, les croyances, ce genre de choses. Et les journalistes sont très très fortes pour nous emmener et réussir à nous faire découvrir tout un tas de choses tout à fait brillantes sur la manière dont on conçoit notre être. Anthony Vincent, un changement de regard sur un sujet? Oui, un changement de regard, un changement d'écoute, un changement de compréhension. Encore un podcast de Victor Tuaillon, mais Les couilles sur la table, qui parle justement de masculinité, mais c'est avec des experts et expertes pendant 1 heure sur une question extrêmement précise, qui est vraiment fouillée. Et aussi, ce qu'elle arrive à faire, et ce qui est rare et précieux dans le journalisme, c'est qu'elle admet quelque part que son point de vue est situé à certains moments, et elle dit, parfois elle s'énerve en fait, parfois face à ses experts ou ses expertes, et c'est génial parce qu'elle prend le temps d'approfondir, et ça c'est propre au podcast, c'est ce que j'apprécie le plus, quoi. Alors, Marion Séclin, vous disiez être aligné avec l'essor du podcast, et donc plutôt aligné avec tous ces sujets qui émergent, ces discours qui se libèrent. Sophie Boquillon, vous disiez pas trop de la génération podcast. Est-ce que pas encore, peut-être que ça va venir. Est-ce que
Vous trouvez qu'il y a, pour le coup, une uniformisation du discours du podcast aujourd'hui dans les thématiques, dans le ton? Quel est votre regard, pour le coup, un peu extérieur à ce monde, à cet univers? Moi, j'ai du mal à me dire, est-ce que le podcast me fait évoluer par rapport à ce que lire un livre me fait évoluer? Est-ce qu'aller au cinéma... Enfin, j'ai du mal à détacher ce moyen des autres, parce que bon, il y a quand même aussi, je pense, une créativité dans d'autres domaines artistiques. Je vais pas mal au théâtre, je lis pas mal de livres, j'ai pas le réflexe, pareil justement, quand le premier jour, quand il y avait le sondage, où des gens disaient que les podcasts les aidaient le soir à couper avec la journée et à avoir un temps calme. Moi, dans ma tête, je me disais oui, comme le livre. Hein. Voilà, j'ai 2 filles, j'ai du mal à les amener à la lecture. Moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été très important dans ma vie. Donc, j'ai pas du tout encore basculé de cet univers des livres à celui du podcast. J'ai pas ce réflexe, je l'avoue. Mais j'ai du mal à détacher. C'est vrai qu'il y a des sujets formidables dans le podcast et que tout le monde peut avoir un micro, tout le monde peut avoir un porte-voix pour faire émerger des sujets qui sont peu abordés dans les autres médias. Mais il y a des choses qui me font changer d'avis, comme dans la vie de tous les jours, comme des reportages que je peux voir à la télé ou des livres que je peux lire. Donc j'ai un peu du mal à isoler le podcast du reste de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société et des sujets qui émergent aussi en général. Sonia Kronlund, vous qui avez aussi, avant de faire du podcast, une grande expérience radio, est-ce qu'il y a des podcasts qui vous ont fait en particulier changer de regard sur quelque chose après une écoute Oui, souvent, la plupart des bons podcasts, normalement, si on les écoute si on les écoute déjà, c'est oui, ça nous apporte des choses. Mais par exemple, Victoire Tuaillon, c'est vrai que ça fait partie des premiers podcasts que j'ai écoutés. Je trouve qu'elle a une super approche. Mais il y a quand même une sorte de fantasme autour du podcast. Alors on prendrait notre téléphone et on enregistrerait, et on serait libre, etc. Victoire Tuaillon, c'est vraiment un contre-exemple. Elle bosse comme un chien, c'est ultra documenté, elle travaille énormément, c'est très montré. Enfin voilà, c'est pas... je parle pas du tout de votre podcast, mais l'idée de la liberté, etc., c'est aussi... des œuvres qui sont très travaillées, dans lesquelles il y a beaucoup de travail, etc. Donc... voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que c'est important, et je pense que mes camarades ici travaillent énormément. C'est pas juste un truc qu'on fait comme ça. Tiens, si je faisais un podcast, vous travaillez énormément. C'est pas non plus le Far West contemporain. Enfin, il y en a plein, mais il y a aussi des trucs très pourris. Hein. Je peux vous dire que là, on en a écouté. Allez, bim. On ne donnera pas de nom, évidemment. Si. Bon, allez, alors, quels sont les pires podcasts que vous avez écoutés? C'est parti. Non, je rigole. Non, on va pas faire ça. Surtout, on ne les écoute pas. Non, mais il y a toujours une énergie, il y a toujours quelque chose d'ultra touchant aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que là, le contraire de ce que je viens de dire est si vrai. Ce qui est beau, c'est l'énergie contemporaine d'une génération à s'emparer de ce médium et à dire allez, on y va, personne ne va nous couper, etc. Ça, c'est vraiment très très beau. Mais pour que ce soit bien, il faut qu'il y ait cette énergie et une exigence que mes camarades ont évidemment. Mais la conjugaison des deux, c'est magnifique, quoi. Alors justement, cette énergie, comment on fait pour la garder? Parce que j'évoquais rapidement la question d'une uniformisation du ton, des thématiques, parce qu'un format aussi novateur soit-il, à un moment donné, il finit toujours par créer ses propres poncifs. Comment on fait pour que le podcast conserve sa capacité d'innovation, sa fraîcheur, son regard sur le monde? Sonia Kronlund. Non, mais c'est une bonne question que je me pose tous les jours. Il faut se renouveler sans arrêt. Il faut se remettre en question. Il faut prendre des nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, je travaille quand même avec des gens nouveaux qui apportent des nouvelles idées, qui sont généralement, je sais pas du jeunisme, mais qui sont plus jeunes que moi et qui viennent pas du même monde, qui n'ont pas les mêmes réflexes, qui parlent pas pareil que moi. Mais au fond, les sujets, c'est pas tellement ça qui m'importe, c'est renouveler les formes. En fait, c'est ça la difficulté. Moi, je trouve ça super de faire des trucs avec des notes vocales et tout. Je suis très jalouse de ne pas avoir eu cette idée parce que c'est vachement bien. C'est des formes contemporaines et c'est ça qui est difficile. En fait, c'est pas renouveler le sujet qui me semble nécessaire. C'est renouveler la forme et être très attentif à comment on va raconter quelque chose de manière novatrice. Marion Séclin, je vous vois acquiescer. Comment on fait pour garder cette fraîcheur, ce renouvellement dans la forme?
Je suis d'accord, on essaie d'être un peu exigeant et de ne pas oublier qu'on est aussi, je pense, consommateur et consommatrice de podcasts quand on en fait, et de se demander en fait qu'est-ce qu'on a aimé chez les podcasts des autres. Et comme vous disiez tout à l'heure, on copie et on fait moins bien, mais finalement on fait différent, et on copie sans argent, et on s'inspire, et pas hésiter, je pense, à essayer de se demander au bout d'un moment, quand on tourne en rond, j'ai l'impression que de toute façon, quand on est créatif et qu'on tourne en rond, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on cherche autre chose. Donc ça vient assez naturellement, en fait, ce besoin d'aller dire, bon, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi le prochain truc ? J'ai l'impression que ça émerge naturellement, et puis on se repose pas sur ses lauriers, on est entouré de bons amis qui nous disent quand ça commence à devenir long et chiant, et on passe à autre chose, parce que la vie est longue. On approche de la fin, mais avant de conclure, j'aimerais vous demander à chacun un gros coup de cœur récent, un conseil d'écoute pour nos auditeurs. Alors, vous avez écouté beaucoup de podcasts pour la compétition, pour ce festival. Je vais vous demander d'essayer de ne pas choisir, de ne pas citer un podcast en compétition, pour ne pas influencer votre délibération, ou surtout pour ne pas nous spoiler. On a compris qu'il y avait des trucs moins bien que d'autres. Donc voilà, quelque chose récemment qui vous a marqué, Sophie Boquillon. Moi, j'avais adoré, on en a parlé tout à l'heure, il y avait Emmanuel Suarez qui était sur le plateau, c'est sa fiction, L'incroyable expédition de Benjamin Tréguier au Congo. De Corentin Tréguier au Congo. Corentin Tréguier au Congo, voilà, dont il y a eu des extraits, je ne sais pas s'il y a eu des personnes qui étaient là tout à l'heure, mais moi, son univers me parle énormément parce qu'à la fois, c'est foisonnant, c'est très créatif, et on apprend des choses, et c'est un univers très loufoque, et c'est un peu ça que je cherche. Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est pour ça que je fais de la fiction, sinon j'en ferai pas. C'est partir en voyage par l'oreille dans des univers qui me changent du quotidien. Et je trouve qu'il avait vraiment merveilleusement réussi, que c'est un garçon qui est plein de bonnes idées, qui est en train d'écrire encore plein de belles choses et que j'espère entendre très bientôt. Voilà. Et ben, c'est noté donc pour l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, qui est une fiction France Culture aidée par la SACD. Oxmo Puccino, la petite Rocco. Moi, c'est La Cité des Hommes d'Arte Radio. Podcast d'Arte Radio. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il m'a fait penser à Histoire de quartier, sauf qu'il raconte le cadre et qui raconte les cités dans la profondeur et rangé par situation. Voilà. Les amis, l'amour, la prison, enfin c'est des thématiques récurrentes, mais approchées d'une manière, comment on va dire, approchées d'une manière qu'on ne connaît pas, voilà, qu'on n'imagine pas, à travers des acteurs de ces documentaires, quoi, de quartier. La Cité des Hommes, sur Arte Radio. Marion Séclin. Moi, c'est Le Son d'après, qui est un podcast musical créé par deux personnes qui s'échangent leurs meilleurs morceaux récents. C'est très accessible, même quand on s'y connaît pas forcément en musique, et en même temps, eux s'y connaissent assez pour nous donner les fun facts et autres informations qu'on aime connaître sur cette chose qu'on écoute finalement tout le temps, mais qu'on n'a pas forcément le temps de découvrir plus. Et c'est génial. En plus, ils ont une playlist associée. Donc, toutes les musiques dont ils parlent sont ensuite disponibles dans cette playlist, et je trouve que c'est très intéressant de les entendre parler parce qu'ils aiment ça comme des vrais amoureux de la musique. Donc, Le Son d'après. Le Son d'après. Anthony Vincent. Oui, mon dernier coup de cœur podcast, c'est Le Fil de Julien Sanders. Julien Sanders, c'est un expert de mode vintage qui part à la rencontre dans chaque épisode d'une personnalité différente de la mode. Mais ce n'est pas des grands directeurs et directrices artistiques de grandes maisons de luxe, mais au contraire, c'est la petite main ou la première d'atelier, ou bien le mec qui s'occupait des boutons. Et en fait, chacun et chacune a une histoire absolument passionnante, et c'est une archive, une mémoire vive d'un savoir-faire français extrêmement important dans le monde, mais qu'on connaît assez peu. Et surtout, ce qui arrive très bien à faire les podcasts natifs, je trouve particulièrement, c'est la chaleur humaine en fait, de ces voix. C'est extrêmement incarné, et ils ont chacun et chacune des petites histoires absolument géniales et brillantes, et c'est des gens aussi des années 50 à 90, donc c'est vraiment une histoire vivante qui mérite d'être racontée avant qu'elle ne disparaisse, justement parce que la mode est en train de changer. Et on parle beaucoup d'Instagram par exemple, mais les savoir-faire ne passent pas forcément par ce type de médias. Et là, ce podcast permet de mieux comprendre la mode par les gens qui l'ont vraiment faite par le passé, et de mieux comprendre aussi la mode d'aujourd'hui, quoi. Donc Le Fil de Julien Sanders. Et Sonia Kronlund,
pour conclure. J'hésite un peu. Je vais vous en citer 2 vite fait. J'ai écouté cet été une adaptation ancienne, archive de Bouvard et Pécuchet, une lecture avec Jean-Pierre Mariel et je ne sais plus qui était tordante. Enfin, c'est un super accès à la grande littérature, vraiment une fiction mais génialissime. Et puis le dernier podcast de toute la bande là qui font Serial qui s'appelle Nice White Parents. Alors là, ça déchire. On y revient toujours, la référence, This American Life. C'est vraiment une enquête dans une école, enfin, c'est sur l'éducation, c'est sur la discrimination, c'est super. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix. Et voilà, cet épisode prologue à la saison 2 d'Il était des voix touche à sa fin. Merci à notre jury, Oxmo Puccino, Sophie Boquillon, Sonia Kronlund, Anthony Vincent et Marion Séclin. Allez écouter leurs podcasts, ils sont sur toutes les plateformes. Extimité pour Anthony Vincent, mais aussi Matière Première sur Mademoiselle. Marion, est-ce que d'autres projets, Marion Séclin, après la théorie et la pratique? Oui. D'autres projets de podcast qui vont venir? On espère, on est en train de discuter, parce que c'est quand même une économie. J'ai l'impression qu'on fait du podcast, c'est jamais pour l'argent, c'est toujours pour le fond. Donc pour le moment, on est en discussion entre nous pour savoir combien on va pas investir dans notre prochain podcast. Allez écouter aussi évidemment les histoires de quartier d'Oxmo Puccino sur Arte Radio et puis évidemment Les Pieds sur Terre tous les jours de la semaine sur France Culture à 13h30 et en podcast notamment sur l'appli de Radio France. Merci à notre public d'être venu assister à ce premier enregistrement de la 2e saison d'Il était des voix. On se retrouve ici à la Gaîté Lyrique dès le 3 novembre à 19h pour discuter ensemble de ces podcasts qui décortiquent le sentiment amoureux avec Aline Maillard qui est autrice de Free From Desire, France Ortelli, réalisatrice des documentaires Love Me Tinder, Le Cœur au Centre et autrice de Nos Cœurs Sauvages. Et puis Marion Séclin, vous revenez aussi pour parler plus en détail de la théorie et la pratique et du couple libre. Et puis pour être tenu au courant, c'est toujours sur les réseaux sociaux de la Gaîté Lyrique et du Paris Podcast Festival que ça se passe. Bon festival à tous. Merci. Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaîté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la réal, c'est Lucie Lossel et Sonic le Studio. À la prod, Sonic.